bienvenue à toutes et à tous à ce séminaire interdisciplinaire autour de l'actualité des recherches autour du CREA, donc l'Institut thématique interdisciplinaire, création et recherche expérimentale sur l'acte artistique. Alors, aujourd'hui, on va parler des contraintes et donc, ça sera une séance partagée entre plusieurs interventions. Donc, je vais tout d'abord vous parler un petit peu des l'Oulipo, qui est un petit peu les points de départ de toute discussion, je pense, autour de la notion des contraintes, avant de quitter et passer la parole à mes collègues Étienne Lecroix, Alex Baladi et Andreas Kundik de l'Oubapo, donc de l'Ouvoir des bandes dessinées potentielles. Voilà, donc l'Oulipo en quelques images, vous avez ici voilà, des exemples d'utilisation de la contrainte dans l'art, dans la littérature en particulier. Donc, l'Oulipo, ou voir des littératures potentielles, ou comment écrire 100 000 milliards de poèmes qui tiennent sur un petit bouquin. Et sont, disons, plus de poèmes que vous pourrez lire dans votre vie entière, en lisant même un poème par jour, et même un poème tous les minutes, et même un poème tous les secondes, si vous voulez. Ça, c'est Raymond Queneau, l'un des fondateurs de l'Oulipo, en 1961. La vie mode d'emploi, Georges Perec, ou comment écrire un roman avec des doubles carrés latins, donc des structures bien connues chez les mathématiciens et qui, voilà, du coup, permettent à Georges Perec de gérer la combinatoire au niveau de la structure d'un roman. Alors, il y a ceux comme Italo Calvino, le château des destins croisés, qui préfèrent tirer des tarots et donc avoir cette approche plus, je dirais, stochastique, probabiliste dans l'enchaînement des événements. Et encore Georges Perec, la disparition, ou comment écrire un roman sans utiliser la voyelle E. Hop là. Alors, petit élément d'histoire, quelques éléments d'histoire, parce que l'Oulipo est en fait un cas particulier, on peut dire, des l'Ou-Expo. Donc, l'ouvrage du X potentiel, des X potentiels, ça dépend. Sur quoi on va faire la potentialité. Donc, François Lélionnais et Raymond Queneau sont à l'origine de plusieurs, bon, d'abord de l'Oulipo, en 1960. Là, vous avez une petite photo ici dans laquelle on voit les deux personnages, donc François Lélionnais et l'écrivain Raymond Queneau. Au tout milieu, vous avez à gauche Italo Calvino, Perec, Georges Perec, on voit bien avec la barbe. À sa gauche, celui qui lit les livres, c'est Paul Brafort, je pense. Et après, les autres, je ne connais pas trop. Peut-être que mes collègues pourront m'aider. En tout cas, vous voyez un peu comment ça se décline. L'Oulipo devient l'Oulipopo, ou voir des littératures policières potentielles, toujours François Lélionnais qui le fonde, ou Pimpo, ou voir des peintures potentielles et tout ce qui concerne les arts visuels, qui connaît voilà, différents moments, disons, entre 64 et 80 où il est refondé. L'ouvrage des tragicomédies potentielles, donc le théâtre. Donc là, j'ai sélectionné pour vous juste les contraintes, les l'Ou-Expo liées à l'art, mais il y a même en fait l'ouvrage des mathématiques potentielles, pour tout vous dire, même si c'est une petite contradiction en soi, en termes, je pense. Les mathématiques sont toujours potentielles et actuelles en même temps. Les déraisonnables efficacités des mathématiques, comme dirait comme diraient voilà, les philosophes des sciences qui essaient de comprendre pourquoi les mathématiques s'appliquent si bien dans la physique, tout en étant aussi abstraites. L'ouvroir des bandes dessinées potentielles, voilà, quelque chose qui nous concerne directement aujourd'hui, l'Oubapo, donc fondé en 92. Je laisserai mes collègues oubapiennes préciser un petit peu aussi des éléments, peut-être quelques éléments d'histoire. L'ouvroir des photographies potentielles en 95, l'ouvroir des cinémas potentiels ou CIPO en 97. Voilà. Et la musique dans tout ça.
Donc, la musique, c'est compliqué. Hein. J'ai fait une petite recherche et vous voyez, en fait, l'origine remonte quand même toujours à François Le Lyonnais. François Le Lyonnais, donc dans cet entretien qu'on retrouve sur le site, le blog de l'Oulipo, en fait, voilà, on lui pose la question sur la création programmée de musique et est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'Oumusipo? Donc, c'est Jean-Baptiste Garcet qui pose la question. Il y a Jean-Marc Lévy-Leblanc aussi qui font l'entretien de François Le Lyonnais. Et voilà un petit extrait du passage qui concerne. Donc, oui, donc l'Oumusipo, en réalité, existe, c'est l'Umupo. Donc, il existe, mais d'une manière un peu fantomale. Donc, il existe quand même, dit François Le Lyonnais. Et en fait, voilà, il y a plusieurs musiciens à l'époque, là on est dans les années 70, qui s'intéressent aux contraintes en musique. Donc, il y a plusieurs groupes. Ce sont des groupes différents qui ne sont pas réunis, constitués, en fait, de façon consistante, on peut dire, comme l'Oulipo. Alors, ce qui est étonnant, c'est le but, comme nous précise François Lyonnais, était de donner des structures nouvelles à la musique, pas du tout des inspirations nouvelles et pas du tout de faire de la musique de qualité. Hein. Alors, bon, ça, c'était le point de départ, mais je pense que voilà, je pense qu'on peut faire aussi de la musique de qualité, alors tout en étant oumupien. Euh, François Le Lyonnais précise qu'il n'a rien contre la musique de qualité, mais en fait, ce qui l'intéresse, c'était surtout d'inventer de nouvelles structures. Hein, et donc, voilà, d'inventer aussi en musique, en fait, des structures musicales nouvelles plutôt que faire des chefs-d'œuvre. Donc, là, vous avez ici quelques ouvrages. Alors, François Lyonnais, il faut savoir qu'il était un personnage extraordinaire, intéressé par les mathématiques, mais aussi par la magie. Donc là, il a la carte des magiciens, l'ordre des illusionnistes. Il a mis ensemble pas mal d'écrits autour des grands courants de la pensée mathématique. Il a même fait un dictionnaire des nombres remarquables, hein, qui est une petite bible des nombres remarquables en mathématiques où vous trouvez toutes sortes d'informations. Alors, toujours dans ma quête d'y voir un petit peu plus clair, le nom de Paul Brafort en fait s'impose. Hein, c'est quelqu'un qui a marqué à la fois l'Oulipo, aussi l'Alamo, hein, je n'ai pas mentionné, mais il y a un atelier de littérature assisté par les mathématiques et l'ordinateur, qui est un sous-ensemble, on pourrait dire, de l'Oulipo. Et c'est Paul Brafort, hein, qui a disparu il y a quelques années, récemment, qui m'avait passé des documents inédits, hein, dans lesquels en fait, il essayait de faire un petit peu l'histoire des différentes versions en fait, de l'Oulipo musical, hein, en musique. Donc, vous avez un premier Umupo, hein, donc c'est celui dont on ne connaît pas précisément la date, mais celui dont se réfère François Le Lyonnais. On sait que Michel Philippot, en fait, en faisait partie. Je pense aussi Pierre Barbeau, mais je ne suis pas sûr. Xenakis a peut-être gravité autour, mais il a pris peut-être quelques distances par rapport voilà, la philosophie sous-jacente. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a plusieurs versions de l'Umupo. L'Umupo 2 autour de Bordeaux en 92, l'Umupo 3 plutôt à Sorbonne avec Philippe Cattet et d'autres, et l'Umupo 4 qui nous concerne directement avec Valentin Villeneuve et ses collaborateurs. Mais il y a aussi l'Uson Mupo, l'ouvert du sonore et du musical potentiel, fondé en 2007, l'URAPO, l'ouvert des radiophonies potentielles, qui est une émanation de la web radio de Arte, hein, donc créée en 2004. Vous voyez, en fait, c'est pas si clair que ça. Hein, les paysages, ce qui concerne la musique, il y a plusieurs regroupements autour de la musique. Et donc, l'Umupo, alors, on est quelle version? Je dirais version 4, hein, si on suit un petit peu l'Umupo 4. Hein, c'est l'Umupo qui s'est réuni autour de Valentin Villeneuve, où vous avez ici
quelques représentants donc, dont j'ai fait partie aussi. Je les rejoins plus récemment avec Tom Johnson, le compositeur minimaliste qui vit à Paris, l'Américain à Paris, depuis toute une vie. Donc là, vous avez notre petit manifeste qu'on a publié dans Math Langage Express, donc l'UMUPO entre musique et mathématiques. C'est disponible en ligne, vous le trouvez sous n'importe quel moteur de recherche si vous êtes intéressé. Donc, un descriptif, on a essayé de faire notre petit manifeste pour poser les bases de l'application à musique. Alors, un peu plus approfondi, dans le cadre d'un GDR, un groupement de recherche du CNRS, on a donc édité, enfin, édité un ouvrage entier chez Springer, Exploring Transdisciplinarity in Art and Science, autour de la question de la transdisciplinarité. Et là aussi, donc, on a une petite place pour exposer nos recherches. Alors, plus récemment, en fait, et là, je me dirige un petit peu vers la suite avec donc Lou Bapo, l'ouvroir des bandes dessinées potentielles. On a fait cette rencontre qui nous a amené d'abord en résidence au château de Montmelay. Donc, c'était en 2017 pour une petite période pour essayer donc d'établir des collaborations entre nous, donc l'UNUPO, et eux. Eux, c'est les collègues de l'UBAPO, l'ouvroir des bandes dessinées potentielles, et donc créer des bandes dessinées à partir des contraintes musicales ou vice-versa, des musiques à partir des contraintes liées à la bande dessinée. Et toujours la même année, on a fait cette conférence-concert dans le cadre de mercredi de l'Oulipo, donc une soirée entière consacrée donc, à l'Uba Mupo, donc l'ouvroir des bandes dessinées et des musiques potentielles. Alors, juste un petit exemple, c'est un exemple que je vais reprendre ensuite à la fin, quand je vous montrerai quelques résultats plus récents autour de la musique. Mais cet espace, c'est un espace qu'on aime beaucoup en tant que maths et musicien, ça s'appelle Tonnet. C'est une idée qui vient de l'air, de très loin en fait, et qui est toujours d'actualité. C'est un espace de représentation pour les accords, les notes et les accords majeurs et mineurs. Et là, vous avez un petit dessin qui va montrer une trajectoire qui correspond à une suite d'accords qu'on peut appeler un cycle hamiltonien, dans le sens des théories des graphes. Tout triangle ici, c'est un accord majeur ou mineur, et un cycle hamiltonien, c'est un cycle qui passe par tous les accords majeurs et mineurs une seule fois. Donc, il fait le tour des 24 accords majeurs et mineurs. Voilà un exemple. Voilà, c'est un cycle, l'un des 224 cycles possibles qui passe par tous les accords. Et alors, notre expérience commune, une des expériences qu'on a fait avec les collègues de l'UBAPO, et qui est disponible sur donc, les sites de la BNF, il y a une vidéo de notre soirée, c'est de mettre en musique, de mettre en bande dessinée cet objet, les cycles miltoniens, et c'est le travail d'Étienne Lecroix, que je vous montre juste comme exemple pour faire la transition vers l'UBAPO. Vous avez 7 nains ici, ça correspond aux 7 touches blanches du piano, en notation anglo-saxonne, avec A qui est là, B qui est ici, A qui va être Achum, B qui va être Bene, coincé, c'est les C, c'est les Do, D, dormeur, E, euphorique, Mi, F, le facho, c'est un prof, disait Étienne lors de la conférence, et G, le sol, c'est grincheux. Et donc, l'idée, c'est que là, vous avez ces noms qui peuvent lever les bras quand il y a un dièse, c'est-à-dire on augmente la note d'un demi-ton, ou bien baisser les bras, plutôt tomber dans les trous quand il y a un bémol. Donc, il peut y avoir une atmosphère sombre et on est en mineur, mais il peut y avoir aussi une atmosphère moins sombre, et là, on est en tonalité majeure. Et puisque les procédés, c'est passer par toutes les tonalités majeures et mineures une seule fois, donc là, vous avez en fait l'histoire qui se dessine à partir du cycle miltonien.
j'y vais sur ma question impatiente. Oui, Est-ce que Abraham Moll trempait dans l'ouvrage de littérature potentielle? Parce que donc il faisait partie du MIAM. Hein. MIAM, oui. c'est Moll. Alain, c'était alors il y avait Michel Philippot, Michel Philippot, c'est sûr. Abraham Abraham Moll. Moll, Xenakis, pour le MIAM, hein, Moll, Mhm. Xenakis, Alain de Chambure. Ouais. Je n'ai pas approfondi la question, mais je pense que oui. En fait, en tout Voilà, cas, ils étaient comme Pierre Barbeau, je pense aussi, hein, même et si je... Barbeau n'était pas du MIAM. Barbeau Oui, était du GAM. c'est Et, vrai. bon, il y a eu des réunions, il y a une lettre très, très rigolote de Moll à ce sujet là, que je vais publier, là, probablement, où il donne des grades militaires à les membres, enfin, tous les gens liés à la musique contemporaine. Alors, où Boulez se retrouve adjudant. Et, mais voilà, enfin, donc lui, il était plutôt du côté acoustique, etc. Mais de par son pardon, implication dans le MIAM, peut-être qu'il était lié à l'OMUPO de Le Lyonnais. C'est possible. Hein, ça, il faudrait vraiment approfondir. Ouais. Si tu trompes Ouais, sur des archives secrètes. ouais. Est-ce que vous voyez, en fait, dans l'écran, est-ce que vous voyez l'extrait de la vidéo? On voit des arbres. Voilà, parfait. Donc, je vous passe ce petit extrait, hein, qui est donc, elle a mis un bande dessinée, du procédé à mise en main. Et vous avez ici Martin Granger, hein, et Étienne Lecroix, qui donc vont détailler, vont en fait jouer, hein, la pièce, c'est-à-dire jouer la bande dessinée qu'Étienne Lecroix a dessinée. Et donc, le petit décor est là et les petits nains vont donc arriver. On se lève. Hey ho, hey ho. Hey ho. Ah ah, Benet est tombé aussi. Ouh là là. Mineur. Courage les gars, remontez. Oh là là. Impossible. Oh oh, Hachoum est tombé aussi. C'est pas drôle. Bah si. Oh, is. Hurrah, Benet est sorti. Hélas, les autres sont fichus. Non, Hachoum est sorti aussi. Hurrah. Mais que va devenir Euphorique? Oh, il est sorti. Hurrah. Sacre bleu, Hachoum est retombé. Pas grave, je suis bien ici. Il est devenu simplet. Comme Benet. Ah, merci. On n'a qu'à devenir les six nains. Super. Non, je ne peux pas le laisser tout seul. C'est vrai qu'on est bien ici. Oh, Hachoum est remonté. Vous vouliez faire sans moi? Au contraire, on est super contents. Et Benet restera à jamais le tout petit nain solitaire. Et voilà pour cet exemple de notre première collaboration avec donc les collègues de l'UBAPO. Et je pense que je peux passer avec plaisir, hein, l'animation. Donc, je te nomme animateur, Étienne. Hein, je passe la parole donc à Étienne, qui est à la fois membre de l'ULIPO et de l'UBAPO, et qui donc va nous parler de quelques
aspects des... C'est compliqué la vie, mode d'emploi. Comment c'est compliqué la vie? Bonjour, donc voilà, je suis donc membre des deux ouvroirs, Loubapo et Loulipo, et donc on a ce que vous venez de voir, cette merveille avec les 7 nains, donc j'en suis responsable. Voilà, mais on fait avec nos moyens. Alors, je vais vous montrer un petit peu les choses sur lesquelles je travaille à l'heure actuelle pour voir comment on peut faire travailler justement la bande dessinée avec des contraintes formelles fortes. Et là, ce sont des extraits d'un livre que je vais publier normalement au printemps à l'association, qui reprend plein de travaux que j'ai fait avec Loulipo. On fait régulièrement des lectures à Loulipo et moi, je projette mes bandes dessinées et je les lis. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu ce sur quoi je travaille. Alors, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Et normalement, tout va bien. Et même, je devrais pouvoir mettre ça en plein écran. Voilà. On voit là Parfait. Ça Parfait. marche. Bon, donc là, j'ai commencé à faire ça un peu à Loulipo. À un moment, je leur ai proposé cette contrainte que j'appelle le portrait en creux. L'idée, c'était d'utiliser les espaces qu'il y a entre les mots pour dessiner, faire le portrait de quelqu'un, enfin dessiner ce que je voulais. Et là, c'est devenu des portraits. Et en fait, on voit ça régulièrement dans des textes, dans une page de texte. Il y a ce qu'on peut appeler parfois les rues, mais voilà, les espaces entre les mots peuvent faire des figures. Et moi, je me suis dit, bah, utilisons ça pour faire le portrait. Ça, c'est le premier portrait que j'ai fait de Jacques Roubaud. Et donc, j'ai un peu amélioré après le principe, mais là, l'idée, c'était donc d'écrire un texte sur Jacques Roubaud et le texte même fait le portrait de Jacques Roubaud, donc par les espaces entre les mots, et puis en fin de ligne, voilà, ça fait le profil de Jacques Roubaud. Et alors, comme c'est devenu ce que j'appelle un portrait en creux, c'est quand on fait le portrait de quelqu'un sans dire qui il est vraiment. Et là, je me suis dit, bah, je vais écrire un texte de façon négative. Donc, je dis des choses, c'est toujours une forme négative que j'utilise. Donc, Jacques Roubaud n'est pas le quincajou poteau d'Alexander von Humboldt. Jacques Roubaud n'est pas un mouton à grosses fesses, ni un tamin noir ou blanc. Voilà. Et tout ça fait référence à là, c'est les animaux de personnes ou les animaux de tout le monde, un texte de Jacques Roubaud. Donc, je fais référence à ça et j'essaye de faire le portrait de Jacques Roubaud de la même façon. Alors, il y en a plusieurs. Oh, ça va vite, excusez-moi. J'en ai fait donc de Georges Perec. Donc, Georges Perec n'était pas polonais. Il n'est point né le 25 juin 1900 à R. Georges Perec n'est pas né le jour où Hitler est entré en Pologne. Non, du tout. Voilà. Donc, je fais un portrait négatif de Georges Perec et j'essaye de faire son portrait. À droite, c'est le portrait de François Le Lyonnais. Là, des portraits de Marcel Benabou, de Paul Fournel. Alors là, j'ai un peu peaufiné le truc dans le sens où, par exemple, vous voyez le portrait de Marcel Benabou, enfin les deux portraits, le texte est aussi aligné des deux côtés, ce qui faisait une contrainte supplémentaire très forte aussi. Et puis le profil est à gauche, ce qui est un peu plus compliqué aussi. Voilà, donc j'en ai fait plein comme ça, des portraits de Jacques Jouet, des portraits de ma femme, Aline Calandro, de ma mère, voilà. Et alors j'ai fait aussi des portraits d'écrivains. Par exemple, le portrait de Boris Vian qui est à droite, c'est un extrait de l'Écume des jours de Boris Vian et je réécris cet extrait pour que ça puisse faire le portrait de Boris Vian. Voilà, donc on peut, pour ceux qui connaissent L'Écume des jours, on peut retrouver à peu près le texte, parce qu'évidemment, je le change pour que mes espaces entre les mots soient bons.
et dessine le portrait de Boris Vian. Mais voilà, on ne pouvait plus entrer dans la salle à manger, le plafond rejoignait quasi le plancher, auquel il était uni par des liens fermes, etc. Voilà. Tout ça, c'est un extrait modifié de Boris Vian. J'ai fait la même chose avec Françoise Sagan, c'est un extrait d'Aimez-vous Brahms. Voilà. Simon rêvait, il continuait de rêver, à rêver. Ses rêves allaient vers Paul, il s'y précipitait, etc. J'ai fait des portraits d'autres écrivains. Emmanuel Carrère, là, c'est plus un portrait en creux classique, à la forme négative. Régis Geoffrey et le photographe JR. Voilà, j'ai fait aussi des portraits géographiques. Là, c'est un portrait de Raymond Queneau, dans lequel j'ai fait... je suis parti de la carte le plan de Paris et je passe par différents points qui sont liés soit à Raymond Queneau, soit aux mathématiques, parce que Raymond Queneau avait un grand goût pour les mathématiques. Et là, je le faisais pour un livre sur les mathématiques et sur Paris. Et donc, je fais le portrait de Raymond Queneau en passant par des endroits liés soit à lui, soit aux mathématiques, et en utilisant que des rues sans tricher, quoi. Donc, par exemple, quand je traverse la Seine, je ne peux passer que par des ponts, voilà, et je ne peux utiliser que des rues qui existent. J'ai fait un portrait d'Olivier Salon, qui est un membre de l'Oulipo, voilà, avec le même principe où je pars de chez lui, c'est le point A qui est là, et je vais jusqu'à là où il était en résidence à l'époque, au château de Rantilly, et je passe par des points qui sont tous liés à lui, son goût pour la musique, parce qu'il est pianiste, pour les littératures, pour l'alpinisme, parce qu'il fait ça aussi à loisir. Voilà, tout ça. Bon, j'ai fait des portraits de François Fillon. Là, c'est un portrait de François Fillon lié. Je lis je fais un schéma de l'affaire Fillon et ça fait aussi le portrait de François Fillon. Voilà, en ce moment, bon, là c'est un portrait réversible d'un autre membre de l'Oulipo. Et en ce moment, ce que je fais, c'est que je me suis toujours en partant des textes. Donc, comme je suis à cheval entre l'Oulipo et l'Oubapo, je me suis dit, je vais faire jouer les deux, comme vous avez vu déjà là. Et puis en ce moment, je me suis un peu dit, vous connaissez cette histoire du pronom Yel, on cherche donc à essayer de dégenrer la langue. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de faire des textes sans rien de genré, sans rien ni de féminin, ni de masculin. Et j'enlève donc quasiment tous les substantifs, quasiment tous les adjectifs. Il me reste des adverbes, etc., des verbes. Et par exemple, là, j'ai réécrit j'ai réécrit les droits de l'homme, voilà, les droits de l'homme sans rien de masculin, sans rien de féminin. Premièrement, on est universellement libre et égalitaire, dignement et juridiquement, on est raisonnable et lucide, et on doit agir envers quiconque fraternellement, voilà, etc. Je réécris le début des droits de l'homme. Je vais trop vite, mais j'ai réécrit aussi les 10 commandements, ce qui est obligatoire par 10. Tu n'adoreras rien de suprême et céleste qui n'est pas moi. Tu ne seras pas idolâtre, tu ne représenteras pas ce qui est céleste là-haut ou terrestre ici-bas. Donc j'enlève vraiment tout ce qui peut être masculin ou féminin. Alors il reste quelques mots, par exemple les mots domestiques, c'est un domestique ou une domestique, partenaire, un ou une partenaire, voilà, enfant, un ou une enfant. Voilà, par exemple, je devais écrire voilà, dans les 10 commandements, il dit qu'à un moment, il punira ceux qui le trahiraient. Dieu punira ceux qui le trahiraient jusqu'à la 6e génération ou 7e génération. Donc là, je ne pouvais pas écrire génération. Donc j'ai mis jusqu'aux enfants des enfants des enfants de ses enfants. Voilà, je essaye de traduire comme ça le truc. Et donc, je me suis dit, je vais faire aussi des bandes dessinées comme ça, où j'essaye d'enlever tout ce qui peut être masculin ou féminin. Donc, j'ai réécrit Astérix et Obélix. Alors, je n'ai pas gardé Astérix, le nom Astérix, parce que Astérix, c'est un astérisque,
Et obélisque, pareil, un obélisque. Donc, j'ai changé leur nom, Acétix et Famélix. Voilà, donc Acétix, je ne pouvais pas dire qu'il était héros, donc c'est l'héroïque protagoniste de ce que vous allez lire, etc. Donc, voilà, tout est changé comme ça. Panoramix, je l'ai gardé. L'occulte est vénérable, le Panoramix, mais je ne pouvais pas dire qu'il était barde, donc je l'ai mis occulte et vénérable, etc. Et donc, j'ai redessiné quelques planches d'Acétix et Famélix. Voilà, là, c'est Acétix, le Celte, le premier album. Et donc, tout est réécrit et dessiné en essayant que les personnages soient le plus asexués possible, qu'on ne puisse pas dire formellement ça c'est un homme, ça c'est une femme. J'ai essayé comme ça. Et le texte est évidemment changé de la même façon. J'ai changé aussi cet album de Tintin, donc On a marché sur la Lune, qui devient On a marché sur ce qui est lunaire. Et là, j'ai poussé un peu le processus plus loin, dans le sens où j'enlève aussi tous les objets qu'on pourrait définir trop et du coup qui seraient soit féminins, soit masculins. La fusée, par exemple, devient une sorte d'objet flottant. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut être un vaisseau, une fusée. Et les tables, la table qu'il y avait avant dans l'image de la première case de la deuxième page, la table a disparu parce que c'est une table. Toutes les chaises aussi disparaissent, les personnages flottent un peu. Les personnages, on ne peut pas dire si c'est des hommes ou des femmes, même on ne peut pas dire si ce sont des humains, on ne sait pas trop, c'est une sorte de fantôme. Le chien, qui s'appelle toujours Milou, parce que Milou, c'est un prénom épicène qui peut se lire, qui peut être aussi bien donné à des hommes que des femmes. Donc j'ai gardé Milou, mais on ne sait pas trop si c'est un chien, si c'est une chienne, si c'est quel genre d'animal, même si c'est un animal, une bête, on ne sait pas trop. Voilà, donc j'ai changé comme ça la bande dessinée. Et en ce moment, est-ce que j'ai encore un peu de temps? Vous me dites, hein, dès que je rapproche de... Oui, oui, tu as 5-10 minutes. Hein. D'accord. Là, en ce moment, je fais des eugmes. Alors, les eugmes, c'est une figure de style. Ben, par exemple, on peut vite le comprendre avec la deuxième page. Voilà, je suis tombée en panne sur lui, amoureuse. Ça, c'est un zeugme. Voilà. J'utilise derrière un verbe différentes formules qui, normalement, sont un peu, sont pas liées directement. Mais du coup, je fais des zeugmes à rallonge. J'utilise cette figure de style, mais en rallongeant au maximum. Et ça me crée des petites histoires que je n'avais pas prévues. Donc voilà, par exemple, je suis tombée en panne sur lui, donc je suis tombée sur lui, amoureuse, sous sa coupe, dans la gueule du loup, bien bas, enceinte, dans le pétrin. Et tout ça me fait toute une histoire jusqu'à arriver au bout de tous les eugmes que j'arrive à créer et jusqu'à arriver au bout de mon histoire. Voilà, donc j'en ai fait comme ça. Elle m'a tapé sur l'épaule, la Cosette, où j'ai tiré le diable par la queue, ma flemme, profit de mon charme, etc. J'ai couru, découvert le monde, j'ai tourné. J'en ai fait un peu des sortes de zeugmes qui ne deviennent plus des zeugmes, mais où j'ai utilisé monter et descendre. Donc, il monta à la capitale, il descendit dans un bouge, il monta en épingle ses qualités, il descendit dans les détails, il monta à la tête de la fille, il descendit quelques vers, etc. Où j'ai perdu mes dents de lait, mon innocence, mon temps, ma jeunesse, la tête, ma virginité, mes illusions, pieds, la face, confiance, etc. Jusqu'à perdre la vie. Et alors en ce moment aussi, je fais ce que j'appelle des logoralies alphabétiques. Les logoralies, c'est une figure qu'a beaucoup utilisé l'Oulipo, une forme qu'a beaucoup utilisé l'Oulipo. On s'impose des mots qui peuvent être tirés au hasard, imposés, voilà, comme on veut. Et moi, je me suis dit, je vais m'imposer des mots, mais les mots du dictionnaire, tous les mots du dictionnaire, entre tel mot et tel mot. Par exemple, là, j'utilise les mots du dictionnaire dans cette histoire entre phrase et pied. Donc, alors, les mots que je m'impose, je les ai mis en rouge. Donc, on les voit. Donc, alors, ça m'oblige à des tournures un peu bizarres. J'ai horreur de la phraséologie des phraseurs et des phraseuses. Puis, j'en veux pas de ta flotte, j'ai une tête de nappe phréatique. Voilà, donc, ça m'oblige à
à utiliser ces mots et du coup, ça m'amène à une histoire que forcément, je n'avais pas prévue. C'est souvent l'intérêt de la contrainte, c'est d'arriver, de sortir des sentiers battus, soit les sentiers battus usuels de la bande dessinée, soit nos propres sentiers battus. Voilà, là, c'était après la mort. Oui, j'ai découvert qu'on se dit toujours qu'est-ce qu'il y a après la mort. Moi, je sais ce qu'il y a après la mort. En regardant dans le dictionnaire, on voit qu'après la mort, il y a mortadelle, mortaise, etc. Donc, à partir de ça, j'ai fait cette histoire où un couple discute dans la voiture et elle lui raconte les rêves qu'elle fait de la mort qui lui est apparue, avec à la main une sorte de mortadelle curieusement découpée avec des mortaises, c'était bizarre. Et lui parle de ses problèmes de circulation, regarde-le celui-là, et on s'étonne que la mortalité sur les routes augmente. Il faut filer de la mort à tous ces chauffards si on veut que les statistiques atteignent leurs mortes eaux. Avec tous ces cons, nos routes sont bien trop mortelles, mortellement funestes, même à la morte saison. Voilà, et elle continue de raconter son rêve. Voilà, j'en ai fait un paquet avant le désastre, un couple encore qui discute sur la plage. Avant péremption, là c'est une femme qui se confesse. Voilà, dis-moi Angélique, n'as-tu pas parfois des rêves luxurieux? Vous voulez dire que si je rêve de pénis, faut que je fasse pénitence pour ça? Vous n'allez pas m'envoyer au pénitencier quand même. Voilà. Et donc elle se confesse et toute l'histoire arrive par la suite de mots que je me suis imposé. Après l'apocalypse, etc., etc. Voilà, c'est pour montrer un peu le genre de choses que je fais en ce moment. Je crois que j'ai à peu près fini, mais il y en a tout un paquet, mais je ne vais pas les lire, sinon on y passerait des heures. Puis je crois que mon temps est imparti et déjà bien utilisé. Voilà, ben, s'il y a des questions, vous me dites et je peux revenir sur des... Oui, alors là, merci Étienne. Donc là, on peut prendre effectivement du temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Tu disais, Étienne, la contrainte, sortir des terrains battus. Donc, on peut se poser effectivement cette question. Je pense qu'on peut y revenir aussi dans la discussion finale, mais effectivement, tu n'aurais jamais pu trouver des histoires pareilles avec non, c'est ça, oui. la contrainte. Et Georges Perec disait la même chose, qu'à la fin de la disparition, son livre donc, où il n'y a pas la voyelle E du tout, il dit ça, il dit qu'il n'a pas d'imagination et que c'est la contrainte qui lui crée des situations auxquelles il n'avait pas pensé. Et c'est la contrainte qui le stimule pour ça. Ouais. Voilà, mais il y a d'autres intérêts de la contrainte. On pourra en parler. On pourra en parler par ailleurs. Tu peux mentionner peut-être juste un intérêt, juste comme ça pour lancer Alors moi, un des intérêts que moi j'utilise beaucoup, moi au départ je suis dessinateur d'humour et la contrainte, souvent elle amène à l'humour parce que elle crée ce processus, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le philosophe Henri Bergson dans son livre qui s'appelle Le Rire. Il dit que le rire, c'est provoqué par un effet mécanique sur du vivant. Et il dit, bon, par exemple, le coup classique, je suis dans la rue, je marche normalement, je suis vivant, et tout d'un coup, je marche sur un râteau, il y a un effet mécanique, ça qui me l'a renvoyé dans la figure, et cet effet mécanique fait rire. Et il dit, le jeu de mots, c'est pareil, c'est un effet mécanique plaqué sur le langage, un processus vivant. Et nous, utilisant des contraintes, on s'impose un procédé mécanique qu'on applique sur notre matériau vivant, à savoir la bande dessinée, et souvent ça fait rire. Et moi, j'ai utilisé ça au début, et je crois que tous, à l'Oulipo, à l'Oubapo, on a utilisé ça un peu pour faire rire, et après, on se rend compte que ça fait rire, mais ça peut aussi avoir d'autres effets, mais en tout cas, c'est un effet que j'aime beaucoup. Ouais. Je suis en train de penser, pour revenir à ce qu'il disait François Léonnet à propos de l'UNIPO,
C'est-à-dire que ce n'était pas vraiment le but de faire des œuvres d'art enfin, avec de la qualité comment dire, artistique quand on pose les contraintes. Je trouve un peu ce que tu montres, c'est qu'on peut faire des œuvres de qualité tout en riant, hein, parce que peut-être que c'est ça aussi l'intérêt, c'est pas se prendre trop au sérieux comme, disons, point de départ, Oui. pour aboutir quand même à un produit qui est un produit artistique. Donc, Oui. Alors, c'est ça, moi je suis dessinateur d'humour, mais parfois l'humour, ça me sert juste à faire passer quelque chose d'un peu douloureux de façon plus légère. C'est pas... Et c'est vrai que la contrainte fait au moins, même si ça ne fait pas forcément rire, ça fait au moins qu'il y a un petit décalage qui est agréable. On est toujours, il y a toujours un côté réflexif, on est toujours un peu en dehors de l'œuvre, à savoir là, la bande dessinée. Ça nous met toujours un petit peu en retrait et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, oui, la notion de chef-d'œuvre, alors il dit ça, c'est vrai, moi je comprends ce qu'il veut dire. Nous, enfin, lui surtout, François Le Lyonnais, il aimait bien amener plein de contraintes comme ça, dont il ne s'emparait pas tellement, dont il laissait plutôt aux autres le soin de s'emparer. Mais c'est vrai que moi, je sais que ça me frustre un peu si c'est juste, si je dois voir Loubapo ou Loulipo comme un endroit où on propose des contraintes et on ne s'en empare pas et on ne cherche pas à faire des choses intéressantes avec. Moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Moi, j'ai envie de créer des chefs-d'œuvre. Je n'y arrive malheureusement que très rarement, mais c'est vrai que j'ai envie de faire quelque chose avec ça. C'est vrai que je me sens quand même en décalage avec ce que dit François Le Lyonnais. Et en même temps, c'est vrai que je peux... parfois, je sais bien que j'utilise des contraintes et que là, ce que je suis en train de faire n'est pas un chef-d'œuvre. Il y a aussi un plaisir jouissif simplement à s'emparer des contraintes et à voir qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est super agréable. ouais. Oui, Sylvie. Une réaction et puis alors une question à ce que vous venez de dire. Chez Le Lyonnais, alors je ne sais pas à quelle époque il a dit ça, est-ce que ce n'est pas à remettre dans le contexte de l'époque d'une espèce de sacralisation de l'œuvre et une démarche qui a à rapprocher par exemple de celle de Barbeau, alors qu'il ne le faisait pas, enfin, faisait pas du tout dans une perspective humoristique ou quoi que ce soit, mais qui disait « moi je crée des processus et je n'y touche pas, je ne le modifie pas en me disant ça sera plus beau si je change mon algorithme, hein, c'est vraiment la différence entre la musique algorithmique selon Barbeau et Xenakis qui dit mais moi j'en ai rien à faire si je pense que c'est mieux en changeant le résultat que me donne l'algorithme, ben je le fais. C'est ce qu'il appelait en disant c'est la touche de goût et c'est ce qu'il revendiquait comme se différenciant de Barbeau et c'est pour ça qu'ils étaient aussi à couteau tiré. On le voit dans la correspondance de Barbeau qui a été, et dans ses mémoires, qui a été édité, qui sont très drôles, alors, mais très virulents et très méchants pour Xenakis. Et pour revenir à ce que vous disiez, et ça m'est sorti de l'esprit, là, le Covid m'a lessivé l'esprit. Ça me reviendra tout à l'heure. Ça va revenir tout à l'heure. Ce que vous veniez de dire, Étienne, ça me... Voilà. Ouais. Pour la frustration de ne pas créer quelque chose d'artistique, non? Non, sinon on peut reprendre. Sans doute, ça va venir, Sylvie. Mais c'est vrai qu'à l'Oulipo, on essaye de respecter la contrainte quand même si parfois on peut se permettre une petite touche de... voilà, parfois on peut se permettre une légère liberté, mais c'est vrai qu'à l'Oulipo, à l'Oubapo, on essaye de respecter la contrainte quand même. Tout à fait. Voilà, nous, c'est aussi le jeu. Oui, ça y est, ça me revient. Vous avez dit la jouissance, le plaisir. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est le fait que ça introduit ou réintroduit, je ne sais pas, l'idée d'un plaisir à créer une œuvre d'art qui est peut-être une composante qui avait un peu disparu ou
ou qui était à la fois dans cette période très intellectualiste de l'après-guerre, voire avant, à l'époque romantique, où il fallait on crée dans la souffrance, si on ne souffrait pas, c'était comme si la difficulté à créer et la souffrance dans le processus créateur était un gage de validité artistique. Et c'est vrai qu'il y a toujours ça, il y a toujours ce plaisir de créer. Pour moi, il est fondamental, en tout cas. Il faut toujours que, même si, encore une fois, je peux parler de sujets douloureux, enfin, ça n'empêche, mais il faut toujours que j'ai un truc un peu jouissif. Après, si je peux donc m'introduire un peu dans la discussion que je trouve très, très intéressante. Donc, après, il me semble donc, même, il y a évidemment des contraintes tout aussi bien dans des situations humoristiques ou comiques que dans des situations tragiques, insomma, même. Mais il me semble qu'il y a quand même une différence importante et tenter de comprendre jusqu'à quel point la contrainte est partagée. C'est-à-dire le fait qu'on ait quelque conscience de ça. Parce que, bon, comme il y a eu en musique des styles, des manières de faire la musique où les contraintes sont vraiment très, très présentes. Mais est-ce que, bon, on pourrait dire, bon, de la part des compositeurs, évidemment, les contraintes sont là, on peut s'imposer ce qu'on veut. Mais jusqu'à quel point l'auditeur en a conscience? Alors, quand la conscience est là, comme dire, et la contrainte est visible, imaginons, ce n'est pas une structure qui est visiblement complexe et qu'il faut savoir, comme dire, maîtriser. Quelque part, l'effet, la jouissance est plus grande. Il y a en revanche des situations où la contrainte est là, mais elle est complètement invisible, au fond. C'est-à-dire qu'à part le compositeur, l'auteur, mais les autres ne la voient pas. Donc, du coup, en quelque sorte, il y a peut-être une jouissance pour celui qui a créé, mais celui qui regarde n'arrive pas à entrer dans le jeu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est-à-dire comment vous gérez ces niveaux cet aspect de la question. Oui, mais il y a toujours eu ce débat-là, je crois à l'Oulipo, à l'Oubapo, à l'Umuipo aussi. Il y a ceux qui révèlent leurs contraintes, et du coup, c'est vrai que quand on révèle la contrainte, c'est souvent, on joue avec, alors dans mon cas à l'Oubapo, on joue avec le lecteur ou la lectrice, on lui dit le truc et elle doit jouer avec ça. Elle se fait un peu oubapienne ou oubapien. Et ça, pour moi, c'est important. Mais il y en a d'autres, ils se servent de la contrainte de façon invisible. Pour eux, c'est juste une façon de construire leur œuvre. Et du coup, ils ne voient pas l'intérêt de le révéler pour autant au lecteur, à la lectrice. Il n'y a pas l'intérêt. C'est juste eux, ils en avaient besoin pour la structure. Moi, je suis plutôt dans le côté, je le dis. Alors, on peut me dire, oui, mais c'est comme je fais mes exercices, quoi, et puis je montre à quel point je suis habile et que c'est un peu, peut-être, ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien ça. Et en tant que lecteur, j'aime bien aussi avoir ce rôle-là, de trouver le truc, la ficelle, décoder ce que j'entends. Je trouve ça, pour moi, ça me fait du bien. J'aime bien aussi ça. Donc, je suis plutôt de ce côté-là. Mais parfois, si ce n'est pas nécessaire, il y a des contraintes que j'ai pu utiliser et que je ne révèle pas. Ce n'est pas la peine non plus d'étaler sa science. Ouais, si c'est inutile. Oui, c'est pas seulement parce que comme vous avez cité Bergson, donc c'est l'idée de la comicité. Là, on voit effectivement le mécanique, là où il devrait y avoir les vivants. Oui, mais justement, le spectateur s'attend les vivants, c'est-à-dire il a une histoire ou quelque chose qui procède et qui doit procéder d'une certaine manière et qui tout d'un coup est arrêté par quelque chose qu'on ne s'attend pas, et ce qui produit la comicité, l'humour, c'est justement le fait qu'on casse un ordre qu'on s'attend. Donc, dans ce cas, effectivement, la contrainte, quelque part, doit être partagée. Autrement, difficilement, il y a humour, n'est-ce pas?
Là, on est d'accord. Par contre, il peut y avoir des cas où révéler la contrainte peut être contre-productif. Je pense à Italo Calvino avec son château de destin croisé. Tout le monde adorait. Et au moment où il a dit qu'il avait construit en tirant des cartes au tarot, les critiques l'ont détruit. Et donc, révéler la contrainte, ça peut aussi enlever quelque chose vraiment du caractère un peu sacré de l'acte artistique. Et je comprends tout à fait qu'il peut y avoir en fait les deux. Je pensais à Hervé Le Tellier que tu connais bien, Étienne, hein, pour donc, son anomalie, par exemple. J'avais entendu qu'il y a plein de contraintes. Donc, il n'aurait pas pu écrire l'anomalie sans être à l'Oulipo, mais en même temps, il n'a pas envie d'expliquer toutes les contraintes et de détailler comme un mode d'emploi oulipien typique de son activité vraiment à l'Oulipo. Donc, il y a un peu les deux. Et c'est vrai que moi, je vois un des aspects négatifs que peut avoir la contrainte, c'est que parfois, on ne voit plus que elle. Par exemple, la disparition de Pérec, maintenant, on ne voit plus que ça, que le fait que ça a été écrit sans la lettre E, et on ne fait plus attention à ce que ça raconte. Et par exemple, je me rappelle avoir vu un film dont je ne retrouve plus le nom comme ça, mais qui est fait que d'un seul long plan séquence. Moi, je l'ai vu vraiment avec grand plaisir, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de particulier dans la forme, mais je n'ai pas vu que c'était qu'un seul long plan séquence. Et les critiques de ce film ne faisaient allusion qu'à ça, qu'au fait que c'était un long plan séquence, sans voir du tout ce dont quoi ça parlait, et puis l'effet qu'avait ce fait de faire un long plan séquence. Faire un long plan séquence fait une histoire super haletante. Moi, je me rappelle à la vision, j'étais pris par le truc, quoi. Ça ne nous lâche pas. Et donc, ça crée un effet. Mais les critiques ne voyaient que le fait qu'il a bien réussi ou pas bien réussi son exercice. Et ça, on s'en fiche. Et donc, c'est vrai que ça peut avoir cet effet-là, la contrainte. C'est se dire, on ne voit plus que ça. Et ça, du coup, c'est vraiment dommage. Ouais. Est-ce que c'était Birdman de Non, 1977? Birdman est comme ça. Non, c'est juste un prénom féminin. Victoria, peut-être un nom comme ça. Victoria, je crois. Bon. Un Allemand qui avait fait ça. Ouais. Avant de parler de ce que je fais à l'Oubapo, je m'étais dit que je vais dire 2 mots sur le sujet de la conférence, les contraintes dans les arts. Et puis, en fait, ça se répète un peu. Ça rejoint ce que vous avez déjà discuté. Alors, je vais faire vite. Je dis, il y a 3 avantages. Je vais mentionner 3 avantages que les contraintes ont pour les auteurs. Ça serait, c'est une réponse au problème de l'angoisse de la page blanche, par exemple. Si on a trop d'options et si on ne sait pas quoi faire, on peut essayer de chercher un problème et commencer à travailler sur ce problème. Et ça donne un point de départ. Et inversement, on peut ouais, je bafouille un peu. Le problème de la page blanche, en fait, c'est une question d'inhibition, c'est qu'on n'ose pas trop se lâcher. Il peut y avoir le problème inverse, c'est qu'on commence à raconter n'importe quoi et le risque, c'est que ça se répète. Et là, dans ce cas-là, une contrainte, ça peut être utile pour empêcher que les choses viennent trop facilement et nous obliger à faire quelque chose de différent qu'on a déjà fait. Et une troisième question où les contraintes peuvent être utiles, alors ça m'avait un peu surpris. En fait, c'est quelque chose que j'avais lu, quelqu'un a eu l'idée de demander à le compositeur pour qui il compose, pour quel public. Et il y en a qui répondaient, ouais, c'est pour un cercle restreint d'amis ou pour sa femme. Et ils avaient aussi posé la question à Ligeti. Et lui, il avait répondu qu'il ne fait pas ça pour un public. Lui, son travail, c'est de résoudre des problèmes. Donc, l'idée de se poser des contraintes, ça peut être aussi juste encore carrément la motivation pour son travail. Et j'ai l'impression que Étienne, il est un peu dans cette situation parce qu'il a fait que des bandes dessinées avec des contraintes. Alors, disons, voilà, ça, c'est les 3 idées pourquoi ça pourrait être utile et comme outil de création. Et
comme aussi ça a déjà été évoqué aujourd'hui, ça peut être aussi intéressant pour les lecteurs. Il peut y avoir, il y a une beauté en soi dans les contraintes. Et l'exemple le plus évident, ce serait la beauté mathématique. Bon, moi, je ne suis pas mathématicien, mais je pense qu'il y a une partie de la beauté mathématique consiste à exprimer beaucoup de choses avec peu. Et c'est qu'on crée des règles pour réduire beaucoup de phénomènes ou beaucoup de manières de voir des choses à une chose essentielle. Et il y a une espèce d'élégance là-dedans. Et je pense que c'est aussi lié ça nous permet de comprendre le monde, quoi. Il y a énormément de choses différentes et pour en tirer un sens, il faut en faire une histoire. Et cette histoire, c'est une espèce de simplification. Et cette simplification, on l'a fait avec des règles, quoi. Et un exemple de ça, ce serait la contrainte la plus connue, ou une des plus connues, c'est simplement la rime, qui aide à se souvenir plus facilement des chansons. Et aussi, par la même occasion, et c'est peut-être juste à cause de ça, parce que ça facilite l'écoute, que ça aussi, ça rend la chose plus belle. Donc, alors il y a quelque chose, on ne sait pas exactement comment, il y a quelque chose encore plus flou, qui n'est même pas lié à notre manière de réfléchir, mais une manière de voir le monde. Enfin, le deuxième exemple qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui regarde une image où on a constaté que les visages symétriques sont perçus comme plus beaux que ceux qui ne sont pas symétriques. Donc, alors, il y a quelque chose. Donc, la symétrie, c'est une règle comme ça. Et on peut se demander s'il n'y en a pas d'autres. On peut aussi se demander d'où ça vient, quoi. Ça a l'air d'être plus profond que juste notre manière de penser. Ça a l'air d'être lié au monde lui-même, quoi. Et voilà. Et puis la troisième chose qui rend les contraintes intéressantes pour le lecteur, ça a aussi déjà été évoqué, c'est que les règles, ça permet de jouer, quoi. Donc on peut aussi, enfin c'est aussi intéressant de faire des œuvres qui obligent le lecteur à travailler un peu lui-même, à résoudre des problèmes et à y réfléchir par lui-même, quoi. Bon, comme simplement les livres dont vous êtes le héros. Et voilà, tout ce que j'avais à dire sur les contraintes en général dans l'art. Et on passe alors à l'autre sujet, qu'est-ce que je fais à l'Oubapo? Et en fait, je ne fais pas grand-chose. L'Oubapo en général n'est pas très active. Et bon, le dernier truc que j'avais fait, c'était plus ou moins tombé en plan et j'ai profité de l'occasion de présenter quelque chose pour le finir. Et ce que j'ai fait, je suis parti j'avais découvert une manière de plier du papier dans cette vidéo. Alors, je vais vous montrer une partie de la vidéo. Je vais couper le son. Donc, voilà, ça c'est... Ouais, alors... Donc, ça m'a pris tellement de temps que je n'ai pas pu tellement préparer la présentation parce que j'ai passé tout mon temps à créer ce truc. Alors là, il montre comment on plie ça. Il faut prendre un carré de papier, couper, enlever le milieu, ensuite plier les bords, je saute un peu et à la fin, on arrive à un machin comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut passer, on peut le plier. Ouais, on peut passer d'une... Les mots me manquent, mais voilà, on a une face, on peut déplier ça, replier et passer de l'une à l'autre et ça donne un certain nombre de combinaisons. Et donc, voilà pour cette vidéo. Peut-être que... Hop, là, il y en a un qui est tombé. Hop. Hop. J'arrête juste la vidéo pour vous montrer ce que j'ai finalement obtenu. C'est pas, alors à l'écran, c'est pas très pratique. Alors j'en ai fait on voit quand même, hein, on voit que c'est bien. Ouais, ok. Et bon, j'en ai fait une version que je vais pouvoir vous montrer à l'ordinateur.
Mais donc, en gros, ici, on part, ça c'est la page de départ. On peut tourner ça pour arriver à la deuxième page, il y a une troisième page. Et là, on retombe. Alors, j'étais où? La troisième page, la quatrième, et on retourne au point de départ. Et on peut aussi le plier comme ça. On arrive à une autre troisième page et on retombe sur ses pattes. Et on peut aussi, il y a encore d'autres changements possibles. On peut le faire comme ça, puis ça change la page de départ, comme ça ou comme ça. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les possibilités. Et je vous propose de maintenant repartager l'écran et regarder ça dans l'ordinateur. Et alors, je voulais... Ouais, bon, ça, c'est... Il y a un truc que je ne vous avais pas montré. C'est qu'il y a une manière de découper ça. Si on n'enlève pas le carré du milieu, ça peut faire un titre, une page comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis des instructions. Alors, on va vite jeter un œil aux instructions. Donc, hop. Et maintenant, alors, je ne peux pas cliquer sur les choses que je veux parce que, voilà, j'ai dû déplacer l'interface de Zoom. Donc ça, c'est le mode d'emploi. En gros, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut passer d'une histoire à une autre en tournant les pages de pile à gauche ou en tournant de pied en haut. Et on peut passer une histoire, donc ça, c'est d'une page à une autre dans une même histoire, et on peut changer d'histoire en pliant les choses par derrière. Et j'ai pour essayer, donc le côté voilà, où on espère que le lecteur va s'amuser avec ça, c'est de se débrouiller avec ces instructions. C'est un peu un jeu. Il y a une notation avec des flèches qui permettent de savoir quelles transitions sont possibles. Alors, je vais vous montrer les ici. Il faut encore que je dépasse ça. Il y a une vue, il y a une vue d'ensemble qui montre toutes les pages possibles. Et on voit qu'il y a les 4 histoires possibles. Il y en a 2 qui sont horizontales, puis 2 qui sont verticales. Alors, on va commencer par la plus simple, et ces histoires sans parole. Et comme je ne peux pas vous laisser lire ça à votre vitesse parce qu'elle serait différente de l'une à l'autre, et puis de toute façon, je ne la sais pas, je vais simplement commenter les choses comme dans un DVD à l'époque. En fait, je vais dire ce qui se passe, quoi. Donc ça, la première histoire, c'est un gars qui donne une fleur à une fille, qui la respire et qui finit par ouais, elle n'est pas contente, elle lui donne un coup de poing. Et voilà, le gars, il regarde. On ne sait pas encore exactement ce qui va se passer, mais il a l'air de ne pas être content de la fleur. Et en fait, il se demande ce qui ne va pas. Et il renifle la fleur et on voit en fait qu'il y a des têtes de mort. Et puis, on voit que ça ne lui plaît pas. Voilà, soit dit en passant, je vous parle des contraintes aussi. Ça, c'est des images qui reviennent à un autre endroit, mais à l'envers. Donc, j'ai dû faire des dessins qui fonctionnent dans les 2 sens. Et le premier, il fonctionne simplement parce que c'est une vue prise de haut. Donc, si on le retourne, c'est exactement la même chose. Et puis, ben, la grimace, voilà, dans l'autre histoire où ça apparaît, elle va être un sourire. Alors, donc, le gars, voilà, il comprend maintenant qu'il a offert une fleur qui sentait pas bon. Et sa solution, c'est de régénérer la fleur. Est-ce que j'arrive à faire ça plus grand, peut-être
Non, on va bien, hein? Là, on Tu voit vois bien. bien? Oui. Ouais, ok. Chez moi, c'est un peu petit, mais voilà. Donc, il a trouvé, voilà, ce genre de fleur, il y a une manière de la régénérer, c'est qu'elle simplement, elle boit le sang d'un nouveau-né. Et voilà, après ce processus, on voit qu'elle fonctionne de nouveau mieux au lieu d'avoir des petites têtes de mort qui sortent d'elle. L'odeur, c'est des cœurs, quoi. Et voilà, le personnage teste la fleur et on voit qu'il se passe quelque chose un peu ici. Voilà, une espèce d'histoire de cul, quoi. Et il ressort de là tout content, mais on voit que la fleur est déjà un peu fatiguée, quoi. Hop, et on se retrouve avec une de ces cases qui doit fonctionner dans les deux sens. Et cette fois, il est content. Et le dessin, ouais, je suis pas très content de celui-là, mais il est en train de courir. C'est pas facile de dessiner quelqu'un de courir depuis haut. Et il revient avec sa fleur, la redonner à la même fille. Mais la fleur sent toujours mauvais parce qu'il a utilisé déjà pour séduire une autre femme. Et alors la même histoire peut continuer dans un autre sens, où là, de nouveau, il renifle la fleur pour comprendre ce qui se passe. Il est dégoûté de nouveau. Ça, c'est les images dans l'autre sens. Il la jette à la poubelle et il se trouve qu'il y a un autre personnage qui passe dans l'image, mais qui n'est pas important, le type à cheval. Ça, lui, il vient d'une autre histoire. Alors, on est ici, on est juste censé suivre ce personnage, le personnage principal, qui découvre une espèce de grenouille monstrueuse qui produit des fleurs et d'une manière assez douloureuse, et puis qui la soulage en prenant la fleur qu'elle vient de produire. Et il est tout content et il amène la fleur de nouveau à la fille et il se trouve que celle-là non plus, étonnamment, elle sent mauvais. Ça, c'est donc, on a fait 2 histoires. La troisième histoire, ce qui se passe, c'est que la bande du bas est intervertie avec la bande du haut. Alors, ça commence par un coup de poing et le gars ramasse la fleur pour l'offrir à la fille pour se réconcilier. Et là, bon, on suppose que ça marche. Et la fleur, elle est assez intéressante pour que le gars la récupère lui-même et s'enfuit et décide finalement de séduire une autre femme avec. Et là, cette fois, sa fleur qui est usée, il la régénère sur ce bébé et il revient avec une fleur qui devrait sentir bon. Il revient vers la femme du départ, mais il trébuche. Et elle voit des traces de rouge à lèvres sur ses fesses, ce qui fait que elle est de nouveau pas contente. Voilà, ça c'était une des autres, une contrainte qui est imposée aussi par le format, c'est que l'histoire elle doit tourner en rond, quoi. Donc c'est une boucle sans fin. Et la dernière histoire, on va voir que c'est les 2 cases de droite qui se retrouvent à gauche. La fille respire la fleur et le gars lui vole la fleur et la jette par terre et la fille n'est pas contente, elle le frappe. Heureusement, il y a une espèce de prince charmant, un cheval, qui vient la consoler et qui maintenant, lui, devient le personnage principal de cette page-là, où vous voyez que la même chose, le côté droit et gauche est interverti par rapport à la version d'avant. Donc, comme il est en haut à gauche, c'est lui le personnage principal, il voit la même grenouille et c'est lui qui prend la fleur et l'amène à la fille. Et la fille est très contente de cette fleur-là, mais malheureusement, elle se la fait voler et ça continue. Voilà, je n'ai pas regardé l'heure. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Bon, juste un petit peu, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, alors en fait, cette manière d'utiliser le flexagone, c'est juste une possibilité.
La première, c'est pas ce que j'avais pensé en premier. Je m'étais dit qu'on pourrait faire un système où on fait une seule histoire et on passe d'une page à l'autre en dépliant. Mais ça m'avait l'air un peu compliqué. Bon, en fait, il y aurait encore des choses à faire pour expliquer au lecteur comment passer d'une page à l'autre, quoi. Ici, j'ai fait cette notation qui m'a l'air assez claire. Il faudrait en inventer une autre si on veut juste passer d'une page à une autre de la même manière que dans la vidéo d'origine où il note juste les pages. Voilà, ça ferait… Alors, peut-être un autre truc qu'on peut montrer, c'est… Si… non, c'est plus haut. Ouais, alors il faut que ça s'ouvre. Voilà, ça serait une autre circulation possible. On peut passer de 1 à 2 à 3 à 4. Ça fait une petite histoire et qui peut bifurquer vers une autre histoire. Donc, ça fait une espèce d'histoire en 8. Et on peut aussi… Il y a la même chose de l'autre côté, recto verso. Donc, ça serait une possibilité. Une autre possibilité qu'on avait pensé, c'est peut-être qu'il y a une histoire par page et puis la contrainte, c'est juste que d'autres histoires reprennent les images. Une possibilité que je n'ai pas utilisée ici, c'est qu'on pourrait mettre, au lieu d'avoir plusieurs cases, on fait une grande image et puis l'image se recompose d'une manière différente. Et j'avais pensé à ça au début, j'ai créé cet outil qui est en ligne, quoi. Si jamais quelqu'un s'intéresse, vous pouvez simplement aller à cette adresse. Ah, d'ailleurs, je vais le mettre dans le chat, en fait, si vous voulez voir la vidéo. Voilà, maintenant, je sais. OK, je vais coller ça dans le chat quand… Ah, je le fais… attendez. Il faut que je retrouve le chat. Ça, c'est l'application. Et ça, c'est la vidéo. Est-ce que je l'ai… Ouais. Et bon, en fait, simplement, ça permet de voir si je dessine ici. Ça, ce serait la page de départ. On pourrait voir ici en même temps les autres apparences que va prendre cette page. Voilà. Sinon, ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Merci. Voilà, Alex, c'est à toi. Alors, désolé pour ce problème technique. Alors, donc ça, c'est… en fait, moi, je suis rentré à l'Oubapo en 2005. Mais avant de rentrer à l'Oubapo, j'avais déjà cette bande dessinée qui était dans la bibliothèque oubapienne. Ça, j'ai découvert ça un peu par hasard. C'est-à-dire que j'avais sorti cette bande dessinée en 2004, La main droite, chez Atrabile. Et un peu après la sortie, j'ai vu qu'il était dans une liste de livres oubapiens cités par l'Oubapo. Et en fait, il y a une espèce de malentendu vis-à-vis de ce livre, parce que pour moi, il est pas oubapien, justement. Et donc, d'ailleurs, j'en ai reparlé des années plus tard dans une interview pour un magazine qui s'appelle Kaboom, dans une interview avec Jean-Christophe Menu, donc un oubapien. Et en fait, c'est bien de la bande dessinée expérimentale, mais ça vient donc, il n'y a aucune contrainte. Je pense que tu peux montrer la deuxième page. Oui. Donc ça, c'est la couverture. Alors, dans la deuxième page, on voit qu'il n'y a pas vraiment des dessins. Enfin, il y a quand même des dessins en haut, mais un peu comme des rébus. Et ce que je voulais faire, c'était une bande dessinée qui soit plus axée sur la calligraphie, c'est-à-dire un peu comme une bande calligraphiée, comme je l'explique d'ailleurs dans une préface. Tu peux mettre la troisième image. Voilà, alors on voit qu'il y a surtout du texte, mais on voit aussi qu'il y a quand même du dessin. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas dit, je vais prendre comme contrainte de faire une bande dessinée sans dessin.
avec que des bulles. Mais je me suis dit, c'est plutôt comme si j'avais une table de mixage et puis que je mets beaucoup moins de dessins, beaucoup plus de bulles avec de la calligraphie. Et puis, selon les pages, alors tu peux mettre la page suivante. Voilà, tout d'un coup, il n'y a plus que du dessin. Et donc, tu peux mettre encore la page d'après. Voilà, et là, j'ai commencé à jouer avec les bulles qui deviennent aussi du dessin, la calligraphie, ça fait aussi partie du dessin, etc. Donc, voilà, et il y a parfois un peu comme des malentendus, c'est-à-dire que la bande dessinée expérimentale, elle peut être sous contrainte ou sans contrainte. Et là, par exemple, là, il y avait, on peut chercher d'ailleurs quelle était la contrainte. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait un malentendu. J'ai aussi des gens qui l'ont, en la lisant, qui me disaient, ah, est-ce que vous allez faire d'autres livres sous contrainte comme celui-ci? Et en fait, il n'y en a pas. Donc, attends, alors, image suivante, peut-être. Voilà, là, on voit encore une autre page où c'est que de la calligraphie. Et voilà. Et donc, ensuite, je suis rentré à l'Oubapo en 2005 avec Andreas Kundig et Mathieu Baïf. On est rentrés tous ensemble en tant qu'Oubapien suisse. Et là, dans l'Oubapo, je me suis mis à chercher des contraintes comme les autres Oubapiens. Et je me suis dit que ce serait intéressant peut-être d'utiliser la théorie des ensembles en mathématiques, c'est-à-dire les patates, où donc on a deux ensembles, et puis ce qui est commun aux deux ensembles est dans une intersection. Donc je me suis dit, et si on faisait ça comme une contrainte pour la bande dessinée, et que dans l'intersection, on met ce qui est commun dans les deux cases. Donc c'est des cases rondes, comme des patates. Et là, tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, j'avais fait une bande dessinée comme ça, tout seul. Et puis ensuite, j'ai fait ça avec un autre dessinateur qui s'appelle Omar Khouri, un dessinateur de Beyrouth. J'étais à Beyrouth. Et on a fait ça un peu... alors, souvent, quand on fait des exercices, des contraintes oubapiennes, déjà, quand on est tout seul, c'est un peu comme un jeu. Mais quand on fait ça à plusieurs, c'est encore plus comme jouer, en fait. On joue avec notre contrainte. Et donc là, moi, j'ai fait 2 cases et lui, il a fait 2 cases. Tu peux mettre l'image suivante. Voilà. Et vous voyez qu'il y a tout d'un coup, il y a 2 cases qui se rejoignent. Et dans l'interstice, enfin, comment dire, entre les 2 cases, on a ce qui est commun aux 2 dessins, ce qu'on retrouve dans les 2 dessins. Et donc, petit à petit, il y a de plus en plus de cases qui se mettent ensemble. Et puis moi, en fait, donc la plupart de mes livres, ils ne sont pas forcément expérimentaux ou oubapiens. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse quand je fais des exercices comme ça sous contrainte, c'est ensuite de pouvoir les réutiliser justement dans des histoires où elles ne sont pas censées être des contraintes. Vous voyez, que l'utiliser dans une histoire qui n'est pas censée être expérimentale. Et là, tu peux montrer l'image suivante. Donc c'est de nouveau, c'est la suite de l'exercice avec cet auteur. Donc là, on voit qu'il y a un peu plus d'interstice. Et l'image suivante. Voilà. Alors ça, c'est une histoire de pirate que j'ai faite où tout d'un coup, le pirate, il est dans une prison et il fait un rêve. L'image suivante. Voilà. Et donc, on voit son œil en haut et on voit qu'il fait une espèce de rêve. Et son rêve est en plusieurs cases qui sont rondes. L'image suivante. Voilà. Et l'image suivante. Et donc là, tout d'un coup, j'ai utilisé la contrainte oubapienne dans un récit. Et dans le récit, en fait, on ne se rend pas compte que c'est vraiment une contrainte oubapienne. Une fois, je faisais une présentation et j'avais montré ces pages. Je crois que ça doit être une des pages suivantes.
Et je me suis rendu compte que d'ailleurs, j'ai fait une erreur dans la contrainte. Je me suis aperçu après coup, en montrant ces pages, d'un coup, je me suis dit, ah, mais en fait, là, j'ai oublié quelque chose, ou je ne sais plus, j'avais fait une erreur. Mais donc, ça vient bien d'une contrainte oubapienne, mais c'est à l'intérieur du récit. Donc, si on ne sait pas que c'est une contrainte oubapienne, je pense que peut-être qu'on ne la voit même pas, on voit juste qu'elles sont ensemble, et on ne voit peut-être pas forcément que ce qui est au milieu est commun aux 2 ou 3 images. Voilà, l'image suivante. Voilà, là, il y a encore plus, comme vous voyez, il y a de plus en plus, enfin, elles sont de plus en plus ensemble. L'image suivante. Voilà. Alors là, je vous montre une autre bande dessinée qui n'a rien à voir, qui s'appelle Petit Trait. Et là, en fait, l'idée, c'était de faire une bande dessinée où il y a uniquement des traits. Ça, c'est la suite d'une demande de Mathieu Baïf, Ibn al-Rabin, qui avait, il y a plusieurs années, enfin, il y a des années de ça, c'était au début des années 2000, il a demandé à des dessinateurs, pour le magazine d'Atrabil, Bill Noir, de faire des bandes dessinées abstraites. Et pour ces bandes dessinées abstraites, il fallait faire des bandes dessinées en dessinant des choses qui ne soient pas figuratives, donc qui ne représentent rien de figuratif. Et j'avais fait une bande dessinée pour lui. Après, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de faire un livre uniquement comme ça. Et là, en fait, alors, est-ce que c'est abstrait ou concret, puisque là, c'est une bande dessinée où un trait est véritablement un trait. Même si, évidemment, d'une case à l'autre, c'est plus le même trait, mais on joue à ce que ce soit le même trait, et c'était ça l'idée. Alors, est-ce que c'est oubapiens ou pas? Je laisse la question ouverte. Image suivante. Alors là, c'est un autre livre que j'ai fait, et là, l'idée, c'est de faire une partition dessinée, donc qui soit en même temps une bande dessinée. Là aussi, est-ce que c'est oubapiens? Alors, il y a quand même une contrainte, c'est ça doit pouvoir être... Enfin, ça reste une bande dessinée, et c'est censé quand même être joué par des musiciens, donc ça a été effectivement joué. Alors, ils l'ont un peu interprété de manière assez libre, évidemment. Image suivante. Voilà, alors on voit que c'est que des dessins. Il y a toujours quand même les lignes derrière, mais vous allez voir qu'elles vont disparaître. Image suivante. Voilà, tout d'un coup, il y a des mains qui s'agrippent, et vous voyez qu'ensuite, les dernières pages du livre, il n'y a vraiment que des dessins. Image suivante. Voilà, donc ça c'est une bande dessinée, ça reste en fait une partition, puis c'est une partition de 22 pages. Et là aussi, est-ce que c'est oubapien ou pas? Il y avait quand même la contrainte de devoir faire une partition musicale, donc c'est quelque chose d'assez spécial. Là, maintenant, je vais vous montrer, alors l'image suivante. Voilà, alors ça, c'est une installation que j'ai faite. Et l'idée, c'était de faire une bande dessinée dont les cases sont des drapeaux de pirates cousus main, que j'ai cousus à la main. Et là, par contre, il y a une contrainte qui est assez radicale, enfin une contrainte oubapienne, c'est que j'ai décidé d'utiliser uniquement des éléments qu'on trouvait dans les drapeaux pirates historiques. Alors, donc, je me suis basé sur des images de drapeaux historiques. Donc, il y avait effectivement des cœurs ensanglantés, des cœurs avec des poignards dedans. Il y a des têtes de squelettes ou des squelettes entiers. Et il y a des squelettes avec des lances. Et il y a aussi, alors ça, j'ai lu des descriptions de drapeaux pirates historiques qui disaient qu'il y avait des boulets de canon enflammés et des canons. Ça, je l'ai uniquement lu. J'ai essayé de rechercher des images pour voir à quoi ça ressemblait. Malheureusement, c'était simplement une description écrite. Mais en tout cas, je me suis basé que sur des choses qui existaient. Et puis, j'ai décidé de raconter une histoire qui était un peu à l'inverse de ce que racontent normalement les drapeaux pirates, c'est-à-dire une histoire d'amour. Alors là, image suivante. Là, vous voyez une exposition de ces drapeaux. Alors là, on n'en voit que 7, mais il y en a 10 en tout. Et donc, ça raconte vraiment une histoire d'amour qui finit d'ailleurs assez mal, finalement. Enfin, il y a la rencontre. Et puis ensuite,
il y a la fin avec disons, la séparation et le chagrin d'amour. Voilà. Alors là, je pense que c'est Oubapien parce qu'il y avait quand même cette contrainte d'utiliser uniquement ces éléments. Et puis, il y a une autre installation où là, j'ai utilisé image suivante. Voilà. Alors là, c'est une autre installation. Il y a un pop-up au milieu avec un tipi d'Indien et il y a toute une histoire. Je crois que c'est aussi en 10 cases. Toute une histoire qui est en fait en papier découpé. Et là, je me suis basé, comme c'était des cow-boys, je me suis dit, tiens, des cow-boys, c'est des garçons vachés. Et je me suis dit, je vais utiliser la tradition des papiers découpés suisses, de la descente aux alpages, ou la montée aux alpages. Donc, c'est une tradition suisse où on voit comme ça des vaches qui descendent de la montagne. Et je me suis dit, je vais utiliser cette technique pour raconter un western. Par contre, justement, alors comme je viens de le dire, j'ai utilisé une technique. C'est-à-dire qu'après, il n'y avait il n'y a pas véritablement de contrainte comme pour les drapeaux de pirates. Et à mon avis, là, ça reste de la bande dessinée expérimentale, mais on sort de la bande dessinée sous contrainte. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu les différences entre ce qui est sous contrainte et ce qui ne l'est pas. Et voilà. Alors, très bien, mais on va voir s'il y a des questions. Tu touches quand même pas mal des points. Hein, tu touches pas mal des points qu'on a déjà évoqués un petit peu autour de la différence entre peut-être technique et contrainte. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà, on va voir s'il y a des réactions dans le chat. Non, je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Alex Baladi? Peut-être vous, collègue Oubapien, si vous voulez réagir. Moi, j'ai une question éventuellement pour la partition dessinée pour Ensemble Livre, évidemment, là, en tant que psychologue. Et le fait que, donc à un moment, vous dites qu'il y a des mains. Et ça me fait penser à certaines partitions gestuelles à partir des années 60, 70. Et il y a une partition, je ne l'ai pas retrouvée, c'est de Katy Berberian. Oui, il y a une histoire comme ça et on voit, c'est un point et ça fait... Alors, attends, il faut que je me mette la vidéo. Attendez, il faut que je me trouve. Bref. Ah oui, non, il faut que je trouve ma... Oui, les partitions graphiques, tu veux dire, non Oui, c'est des partitions graphiques. Il y en a une justement de Katy Berberian. Je vais retrouver le nom. C'est une série comme ça de BD. Et alors, elle, avec un point qui fait boum comme ça. Ça s'appelle Strip Study. Et c'était mon influence, en fait, pour faire cette bande dessinée. C'était un des exemples. Parce qu'en fait, cette bande dessinée, je l'ai faite parce que je discutais avec un musicien et j'avais fait un dessin, on était dans un bar et j'avais fait 3 dessins qui suivaient. J'ai dit, est-ce que tu pourrais jouer ça? Il a dit, bien sûr, il y a des partitions dessinées qui existent et il m'a cité Katy Berberian. Voilà, Strip Study. Voilà, c'est ça. Et le fait, donc effectivement, on voit les mains, on imagine très bien que pour des musiciens qui travaillent sur des partitions gestuelles, ça va donner des idées, quoi, de manière complètement ouverte. Hein, donc, il n'y a pas que les moustaches découpées qui vont suggérer par leur répartition graphique sur la portée, ce que ça, des sons à accomplir. Alors, je fais encore pas bien, le Covid frappe encore. Juste une petite remarque pour Alex. Tes histoires des patatoïdes, théorie des ensembles, il y a quand même un cas chez la musique, chez les musiciens-compositeurs, donc Yannick Xenakis, qui utilise 3 ensembles dans sa pièce Herma pour piano. Donc, il prend l'ensemble total des touches du piano, il les partage en 3 parties. Donc, les 3 ensembles représentent des parties en fait, du piano. Et selon l'intersection, le complémentaire
et donc, toutes les relations ensemblistes en fait, que tu peux faire, parce que tu peux effectivement avoir des intersections, mais tu peux aussi avoir, avec l'algèbre des boules et les relations les rapports entre inclusion, intersection, passage au complémentaire, union, plein de relations ensemblistes. Donc, en fait, il pose deux formules qui sont équivalentes d'un point de vue mathématique pour obtenir la même configuration finale. Et tout l'enjeu de la pièce Herma, c'est comment arriver à ces noyaux d'intérêt qu'il appelle voilà, les points finaux, hein, à travers ces deux processus qui sont un petit peu, disons, antagonistes ou, disons, ou dans lesquels il y a une dialectique. Donc, ta bande dessinée au tas technique est plutôt, je dirais, bien ancrée hein, aussi dans un historique qui a bien touché la musique. Et voilà, et c'est juste voilà, pour montrer un peu les liens hein, qu'il y a tout naturellement hein, quand il y a la théorie des ensembles, étant donné que ce sont des outils absolument génériques. Voilà, tu les retrouves dans plein de processus créatifs, y compris la musique. D'ailleurs, les deux, finalement. Est-ce que je peux… Oui. D'ailleurs, moi, j'ai fait aussi le même procédé que Alex, de façon complètement parallèle. Et moi, ça m'est venu de l'Oulipo. C'est Jacques Jouet à l'Oulipo qui a fait avec Olivier Salon, deux Oulipiens. Ils ont fait une pièce de théâtre qui s'appelle Pas de deux, que j'ai jamais vue, mais j'ai le livret. Et dans Pas de deux, il y a deux histoires qui sont racontées sur la même scène de théâtre. Il faut imaginer. Il y a une scène à gauche qui se passe au 18e de mémoire et une scène à droite qui se passe à l'époque contemporaine. Et elles se jouent en parallèle. Et à un moment, il y a un personnage qui arrive et qui devient l'élément commun aux deux scènes qui se passent à droite et à gauche. Et voilà, et le truc continue comme ça. Les deux scènes continuent comme ça. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais oui, en bande dessinée, on pourrait tout à fait faire ça. Et donc, en parallèle de ce qu'a fait Andreas, alors, ouais, c'est ça, on peut le voir peut-être là, j'ai fait des bandes dessinées. Il y a deux pardon, on parle de ce qu'a fait Alex. Moi, j'ai fait donc Boulle et Bill, et donc il y a une histoire de Georges Boulle, qui est un mathématicien qui est à l'origine de la théorie des ensembles, qui se passe sur la partie gauche de la page, et une histoire de Buffalo Bill qui se passe sur la partie droite. Et au milieu, il y a une partie commune qui est une histoire donc de Boulle et Bill, le petit chien et le petit garçon. Voilà. Et puis j'ai fait ça sur plusieurs pages, ça continue. Donc, mais c'est ça que, si je veux dire ça, c'est pour dire que oui, toutes ces idées, elles font que ça crée une fécondité entre les ouvroirs et entre nous aussi. Enfin, moi, j'ai travaillé sur ce truc-là en parallèle de ce que faisait Alex. Je ne savais pas du tout qu'Alex faisait ce truc. Et donc, c'est rigolo de voir que en fouinant chacun de notre côté, on retombe sur les mêmes problématiques, voire les mêmes… Et la façon de le traiter est complètement différente. Ce qu'a fait l'Oulipo, c'est différent de ce qu'a fait l'Oulipo, et c'est différent de ce que Alex a fait et ce que moi on a fait. C'est vraiment, même s'il y a des points communs, mais c'est intéressant. Oui. Je voulais poser la question, est-ce que je dirais, cette stimulation de votre imaginaire vers l'utilisation donc des patatoïdes et de la théorie des ensembles, ça peut induire aussi tout simplement par je dirais, le médium tel qu'il est, qui est le fait que vous avez ces planches avec des bulles qui sont plus ou moins carrées, plus ou moins rondes, et le fait de voir ce support, cette structure particulière de la BD par rapport à d'autres modes d'expression littéraires et graphiques, finalement, vous a pas conduit, plus ou moins consciemment, à se dire, voilà, et si on mettait des intersections, etc., etc. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, mais moi, ça me paraît évident. Chacun de nos médiums là, a ses propres contraintes. Et nous, en bande dessinée, on a des contraintes déjà très fortes, mais la structure même de la bande dessinée qui fait qu'il y a des cases, à savoir des espaces-temps qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, amène des contraintes propres à nous-mêmes et nous amène à travailler parfois sur les mêmes problématiques de façon évidente. Enfin, le coup, par exemple, bon, là, ce qu'on vient de montrer, des intersections d'ensemble, c'est sûr que
à un moment ou un autre, quelqu'un serait tombé dessus. Mais le fait d'avoir des cases qui sont les unes au-dessus des autres et à côté des autres fait que, par exemple, très vite, on est venu à l'idée de faire des histoires qui se croisent, des histoires qui puissent se lire horizontalement, verticalement, c'est sûr, ou des histoires où les personnages interagissent avec les cases qui sont au-dessus ou en dessous. Voilà, ça c'est ouais, c'est évident. Ou des histoires réversibles, voilà, comme les Upside Down de Gustave Verbeck. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, des dessinateurs ou des dessinatrices allaient se colter à ça. Bien. Je vous propose de revenir un petit peu à la musique pour un petit dernier moment avant d'ouvrir peut-être une discussion collective. Donc voilà, là c'est l'occasion pour moi de vous présenter. On est plutôt ici, je pense. Voilà, hop là. Quelques petits travaux récents autour donc de la contrainte. Si j'arrive à, hop là, à mettre bien en plein écran, c'est encore mieux. Voilà. Donc, bon, c'était aussi l'occasion pour moi de faire un petit catalogue, de voir où est-ce que j'en suis dans ma propre réflexion. Donc, la petite démo qu'on a fait tout à l'heure, enfin l'extrait de la vidéo plutôt à la BNF, ça a exploité un concept en fait que j'ai pas mal utilisé. Alors moi je m'intéresse beaucoup aux chansons, en particulier à la poésie mise en chanson. Donc je prends des textes de poètes qui sont déjà une belle contrainte et j'essaie de les mettre en musique en essayant donc de garder voilà un peu les deux, la côté poétique. Et avec ou sans les maths. Alors, quand je le fais avec les maths, c'est souvent avec des procédés qui touchent à la théorie des graphes, donc avec ces cycles miltoniens qui sont en fait voilà, comme vous avez vu, des successions d'accords majeurs et mineurs, c'est-à-dire des trajectoires dans un espace. L'espace s'appelle les tonnets, dans lequel donc, on peut trouver des trajectoires qui passent par tous les points, par tous les triangles, une seule fois, sans passer deux fois. Selon un peu l'idée qui venait du problème des ponts de Königsberg, donc la ville en Allemagne où il fallait trouver un schéma qui passe sur tous les ponts une seule fois. C'était Euler qui a démontré que c'était impossible. Bref, voilà, j'ai des textes de la décadence, donc ça fait des chansons hamiltoniennes décadentes, comme Gabriele D'Annunzio, voilà, La Sera, à part, etc. Des chansons permutationnelles, comment utiliser les permutations pour structurer des textes autour d'une chanson. Donc, si vous visionnez la vidéo de la soirée à la BNF, vous trouverez aussi une interprétation oubapienne ou mubapienne de cette chanson. Une histoire d'amour ne se termine qu'une fois, une histoire d'amour est finisce una volta soltanto, où il y a juste une phrase. Et en fait, c'est une sorte de permutation de tous les mots pour créer une histoire autour d'une note, une chanson d'une phrase sur une note qui a été traduite aussi en français grâce à Aiken, qui a un petit peu adapté la partie française et qui en a fait du coup le prétexte pour faire là aussi toute une histoire, une BD autour de l'amour véritable. Vous verrez, c'est très drôle. Plus récemment, je me suis intéressé aux poètes qui utilisent vraiment des permutations. Julio Cortázar, avec ses textes Antes Después, qui en fait est construit avec des permutations de couplets. Et donc, comment faire une chanson permutationnelle à partir d'un texte permutationnel. Donc, c'est la double permutation, si vous voulez. Et alors, de façon plus anecdotique, mais qui est intéressant d'un point de vue de la pédagogie, comment mettre en musique des objets mathématiques. Alors, tout le monde s'intéresse à la suite des Fibonacci, et donc je l'ai fait aussi, mais je l'ai fait modulo 10, parce qu'une suite de Fibonacci est une suite infinie, mais quand on le fait modulo 10, c'est-à-dire avec des valeurs entre 1 et 9, parce que 10, 0 et 9, parce que 10 c'est équivalent à 0, eh bien, vous avez une structure périodique et la vase de Fibonacci qui en résulte, c'est une composition périodique avec donc un joli graphe
derrière. Alors, je l'ai fait aussi pour des suites presque aléatoires, comme c'est pi, hein, qui donc ne devrait pas avoir de la redondance, hein, les nombres pi. Eh bien, on peut faire une song for pi, hein, une chanson pour pi. Cela a été fait dans le cadre de la semaine des mathématiques pour les Pi Day. Hein, donc, les 14 mars, c'est le jour où tous les mathématiciens fêtent 3,14, hein, 14,3, les nombres pi. Donc, ça fait des objets et je pense, si l'idée, c'est de prolonger ces séminaires autour de la contrainte, on va y revenir, et Sylvie pourra le confirmer. Notre idée l'année prochaine, c'est d'avoir un séminaire permanent autour des contraintes pour revenir plus en détail sur les différentes approches. On a vu, c'est quand même un sujet très riche. Je pense voilà, que je pourrais détailler un peu plus hein, certains aspects. Alors là, je vous propose juste voilà, deux éléments peut-être autour de cette idée justement de voyager dans l'espace. Eh bien, on peut se dire voilà, qui a inventé des cycles hamiltoniens et si on cherche un petit peu, alors ça c'est les plagiats par anticipation, comme diraient les amis de l'Oulipo, eh bien c'est Beethoven. Voilà, c'est le cycle hamiltonien le plus simple, juste un zigzag. Ça passe par tous les accords, majeurs et mineurs. C'est Beethoven dans la 9e symphonie, deuxième mouvement. Alors, il ne va pas jusqu'au bout. Il ne va pas faire 24 accords, mais il fait 18 sur 24. C'est quand même un gros paquet. Et alors, si vous voulez vous amuser en 4 dimensions, vous avez l'hypersphère des accords de Gilles Barouin sur la droite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est un zigzag devient un géodésique, hein, un équateur, hein, si vous voulez, dans cette hypersphère à 4 dimensions, c'est-à-dire une droite. Hein, donc, un zigzag qui se déforme dans une droite. Ou comment passer entre 2 points avec la distance minimale. Voilà un exemple qu'on peut prendre vraiment comme point de départ et après on peut s'amuser à faire toutes sortes de circuits hamiltoniens. Donc je l'ai fait, alors un même parcours peut devenir aussi prétexte pour faire la musique d'une pièce de théâtre. C'était une commande de l'Assemblée à théâtre de Turin hein, pour faire une petite musique pour accompagner les magiciens des nombres. Voilà, cette pièce de théâtre montée donc de Hans Magnus Enzensberger, montée par Renzo Sicco. Et donc là, vous avez la même séquence que je vous ai fait entendre au début, mais voilà, qui peut être musicalisée de cette façon. Si on entend, on n'entend pas la musique. Ah ouais. Etc. Il y a plein de possibilités. En fait, voilà, ça peut devenir le support pour une chanson hamiltonienne décadente. Bref, ici, il y a j'avais dit 224, c'est 124 cycles hamiltoniens qu'on a bien classés hein, avec les opérateurs parallèles relatifs et Leighton-Wechsel. Ce sont juste les symétries en fait qui permettent de passer d'un accord majeur à un accord mineur en gardant 2 notes sur 3. Et donc d'un triangle au triangle à côté qui garde un côté en commun. Vous avez ici hein, les listings complets. Alors,
là, ça fait du matériau pour composer, pour faire des chansons, pour faire des improvisations même. Et alors, il y a quelque chose d'assez drôle qui se passe quand on a un tel listing. Et j'en ai fait l'expérience à la Maison de la Poésie avec Arthur H. On a pris les listings, on a commencé les chanteurs à lire ensemble pour voir qu'est-ce que ça peut apporter éventuellement dans des chansons. Et en lisant les listings, en fait, on se rend compte qu'en fait, on se trompe souvent. On peut passer de la solution numéro 13 à la solution numéro 14. Là, je parle vraiment de qu'est-ce qui se passe en improvisant au piano avec du papier sous les pianos. Et donc, je me suis dit, c'est une contrainte où il y a un relâchement de la contrainte qui peut être utilisé, qui peut apporter quelque chose un peu d'intéressant, de nouveau. Alors, je me suis amusé il y a Jacques Roubaud qui a écrit donc, 150 poèmes en fait, qui sont des formes d'une ville, enfin, des promenades dans des villes. Et donc, il y a en particulier une promenade à Paris, donc un texte qui s'appelle « Ah », qui est du coup voilà, une façon de bouger dans Paris. Et donc, je vous propose peut-être l'écouter. Donc, c'est une chanson hamiltonienne, mais puisque c'est une balade, et parfois on a envie de repasser 2 fois en regardant les mêmes monuments quand on se balade. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on essaie de lire ces listings en temps réel et en se trompant. On est dans une autre suite et donc on ne respecte pas totalement la contrainte, mais on est conscient du fait qu'on ne peut pas la respecter. Donc, on va écouter peut-être un petit moment. Ah, quel silence dans la rue de Valence. Mais quel vacarme dans la rue de Parme. Calme, ah, quel calme dans la rue des Palmes. Quelle agitation dans la rue Branchon. Ah, leur sereine dans la rue de Seine. Mais quelle inquiétude, boulevard de Dixmude. Ah, là, on a déjà écouté, les Bleus. Ah, quel trouble interne, avenue des Ternes. Quel repos intérieur, rugit le cœur. Ah, Voilà, vous avez compris les principes. Voilà, donc on se promène, ça marche correctement jusqu'à un certain point et après les pas, voilà, les points, les ronds plus foncés montrent voilà, les accords sur lesquels on s'est déjà promené. Et donc voilà, c'est une autre façon un peu d'utiliser cette idée hamiltonienne. Et peut-être que je peux conclure avec encore une fois Hamilton, cette fois à partir d'un tube, donc The Garner's Dream. Là, on est chez Pink Floyd. On est donc chez Roger Waters, qui écrit donc The Garner's Dream pour l'album The Final Cut. Et donc ici, vous avez à gauche au moins les débuts des Garner's Dream. Vous avez des accords, en fait, qui respectent la contrainte de passer d'un accord à l'accord qui suit en gardant des notes en commun et en bougeant la note qui reste d'un petit pas minimal. Pas que des accords majeurs et mineurs, là, vous avez aussi des accords augmentés. Et effectivement, si je vous fais entendre juste le début, floating down, do majeur, through the clouds, augmenté, memories come rushing up to meet me now.
La mineur, Fa majeur. Donc ça, c'est le début de Gunner's Dream. Hein. Vous pouvez réécouter la pièce, c'est exactement ça. Donc là, j'ai besoin d'un espace qui est un peu plus riche du tonnet, hein, parce que j'ai besoin des 24 accords majeurs et mineurs, et là, vous les avez ici, 6, 12, 14, 18, 24, donc ça fait 6 fois 4. Mais en plus, j'ai besoin des accords augmentés. Hein. Le deuxième accord que vous avez entendu, c'est ni majeur ni mineur. Et donc, ces petits pas que Roger Waters choisit au début, Do majeur, La bémol augmenté, La mineur et Fa majeur, pour revenir au point de départ, c'est en fait une sorte d'invitation à prolonger le voyage de façon véritablement hamiltonienne. Et ce que j'ai fait donc, en essayant de trouver des parcours à partir toujours de Do majeur, des points de départ. Vous avez ici les graphes, donc les parcours hamiltoniens, le premier parcours hamiltonien, un deuxième et un troisième. Et en fait, trois graphes, 3 parcours suffisent pour engendrer la pièce entière, de la première note à la fin, dans la durée de la pièce. Donc ça, c'est la contrainte que je me suis posée, trouver des progressions qui permettent d'harmoniser la pièce d'une façon... Alors, bien évidemment, localement, on va reconnaître des Pink Floyd, mais globalement, on est en train de voyager dans les tonalités, donc ça fait des parcours voilà, très riches. Donc, je vous passe un petit extrait, et je termine avec ça, avec un petit extrait de Emil Floyd. On l'a présenté à Atlanta à l'occasion de la conférence internationale de notre société, Society of Mathematics and Computation in Music. Et pareil, c'est Gilles Barouin qui a fait l'animation. Vous avez à gauche les tonnets et à droite son hypersphère des accords. Là aussi, tous ces jolis parcours, en fait, ce sont des bouts de droite, des bouts des lignes droites, des bouts d'équateur dans ces hypersphères à 4 dimensions. Voilà donc la visualisation. Floating down through the clouds, memories come rushing up to meet me now, in the space between the heavens, in the corner of some foreign field. I had a dream, goodbye Max, goodbye Mom. After the service, when you're walking slow to the car and the silver in your hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell and touch the silk in your lapel, and as the teardrop rise to meet the comfort of the band, you take her from your hand and hold on to the dream. Et voilà, donc Emil Floyd, ou comment harmoniser de façon hamiltonienne un tube de Pink Floyd en respectant donc une contrainte supplémentaire de voyager dans ce qu'on appelle le cube dance, un espace donc, qui généralise l'espace des accords majeurs et mineurs, et en essayant donc de trouver des cycles hamiltoniens sous cet espace.